Et les copains, vous vous souvenez de Julien Lepers? Ah oui, On s'en fait une petite comme ça, les 4 à la suite. Alors, je vous dis, attention, vous trouvez un mot de 12 lettres qui désigne un sentiment humain, attention, qui désigne une perception sensorielle sans objet extérieur correspondant, c'est-à-dire à la perception de voir, entendre, une hallucination. Ah, celui-ci. Mais comment t'as fait? Ouais. Ça, c'est parce que t'as pris On une entend hallucinante. vachement le mot. Comment j'hallucine. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire à chaque fois de coller des termes humains aux intelligences réflexes artificielles. des Ah, machines? mais Tu vois, même réflexe en fait. Mais c'est pas vrai. une bonne idée. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. C'est vrai, intelligence déjà. Boris, ils m'ont baisé. Comment ça? J'en sais rien, j'ai eu la visite d'un ange qui m'a dit que je serais gracié, puis ils ont tiré quand même. Tu resteras mon seul, mon unique grand amour. Il faut que je file, excuse-moi, mais je suis mort. C'est comment la mort? C'est comment la mort? Tu te souviens de tes œufs farcis à l'orange? Oui. C'est pire. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Hey, les œufs farcis à l'orange, on va se régaler aujourd'hui. C'est Mick Lévy dans Trench Tech avec bien sûr Thibault Leman Hello tout le monde. et Cyril Chaudoir. Bonjour. Bon, on est au tout début de ce nouvel épisode, mais je voudrais vous parler de la fin de nos épisodes. Est-ce que vous les écoutez tous, bien sûr, jusqu'au bout? Ouais. Oui, et toi, je sais Thibaut, mais bon, pour ceux qui ne nous écoutent pas jusqu'au bout, ouais, toi-même, tu sais qu'on a cette petite habitude de terminer l'épisode sur une citation inspirante. Pour ma part, j'ai parfois choisi de grands philosophes comme Jean-Claude Van Damme ou souvent aussi Woody Allen que je surkiffe. C'est vrai, tu nous en as souvent mis. Et puis non mais surtout là il faut rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que vous aurez une nouvelle petite citation. Je vous en garde le suspense. Peut-être du Woody Allen, peut-être pas. Bon, C'est enfin on promis, verra. je reste jusqu'au bout alors. Ah super, on s'est fait baiser. Ils bravo. se sont fait passer pour des anges et sont finalement venus nous prendre la vie. L'ami Woody nous sert là une magnifique métaphore de ce qu'il pourrait bien être en train de se passer avec le numérique. De belles promesses angéliques, Connecter les humains tous ensemble. c'est ça qui se transforme en œufs farcis à l'orange. Eh oui, avec une influence manipulatoire des votants. Tu te rappelles de Cambridge Analytica quand même. Ouais, je vois bien. Une autre idée pour illustrer peut-être? Promouvoir l'inclusion et la diversité en prenant en compte toutes les cultures. Ça serait bien. Ah, ça serait génial. Ouais, presque. Ça conduit aussi à revisiter l'histoire en générant des images de papes femmes et noirs. Ouais, voilà, on est là-dedans, dans toutes ces dérives-là. On l'a déjà vu maintes et maintes fois, tout cela arrive car nous sommes devenus une nouvelle ressource pour les industriels du numérique. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les risques que ce numérique hyper mercantilisé pose pour nos esprits individuels et collectifs. On revisitera ensemble les récits et les mots employés dans le numérique avant de découvrir comment ils nous transforment, puis d'imaginer des solutions. Pour tout cela, on va accueillir aujourd'hui avec nous Anne Alembert. Elle est enseignante-chercheuse en philosophie à l'université Paris 8. Elle est notamment auteure de Schizophrénie numérique, sortie en 2023 aux éditions Alia, qui traite de la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies. Son dernier livre, Le Capital que je ne suis pas, coécrit avec l'économiste Gaël Giraud, sorti en mars 2024 chez Fayard, lui veut mettre l'économie et le numérique au service de l'avenir. Elle est aussi membre du CNUM et a travaillé à ce titre à de nombreuses études autour de l'économie de l'attention ou encore sur la démocratie avec, on va y revenir, un papier qui vient tout juste de sortir. On passe d'ailleurs un petit coucou à Agathe du Conseil national du numérique qui nous a mis en relation et qui a permis cet épisode. Coucou Agathe. Vous retrouverez aussi nos 2 chroniques du jour, un moment d'égarement et la tech entre les lignes. Il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, juste pour être sûr, on peut bien se tutoyer? Oui, bien sûr. Ah, génial. On va passer une heure qui s'annonce passionnante ensemble. Alors c'est parti pour le grand entretien. Les mots MOTS sont les mots MAUX du numérique. French Tech, esprit critique pour tech éthique. On le voit assez régulièrement, le numérique emploie régulièrement le vocabulaire de l'humain pour se décrire. Et c'est encore plus criant avec l'IA. On parle d'intelligence, d'apprentissage profond, de capacité cognitive, de neurones, etc. Autant de termes qui devraient être réservés à l'humain. Alors, qu'est-ce que ça révèle du numérique, Anne? Ça révèle en fait une certaine conception des technologies qui consiste à les voir comme des doubles de l'humain, justement. Alors que ces technologies numériques-là, ce sont avant tout des prothèses pour nos esprits, d'une certaine manière.
ce sont des dispositifs matériels, électroniques, des technologies d'écriture, de calcul, qui vont influencer la manière dont nous-mêmes nous allons penser, écrire, parler. Donc, qui vont transformer en profondeur, en fait, nos capacités cognitives, nos capacités mentales, nos capacités intellectuelles. Mais au lieu de penser ces questions, au lieu de les mettre au cœur du débat, eh bien, il y a toutes sortes de discours qui sont des discours idéologiques, en fait, qu'on retrouve beaucoup dans le courant transhumaniste, qui consiste à anthropomorphiser ces machines, à parler d'intelligence, à parler d'agentivité, à parler d'apprentissage, comme vous venez de le dire. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on a du mal à envisager les effets de ces machines sur nous, en fait, sur nos propres capacités, puisqu'on prend ces dispositifs technologiques pour des êtres qui seraient des doubles de l'humain, quoi. Et du coup, quel risque tu vois à employer justement ce langage et à le diffuser, à l'infuser dans la population, jusqu'à ce que l'on fasse en sorte que l'on oublie? Est-ce qu'on fait en sorte d'ailleurs d'oublier que ces machines ne sont que des artefacts? Est-ce que c'est une volonté de notre part ou est-ce que c'est totalement inconscient et on est victime d'une certaine manière de ce champ lexical et de ce récit? Alors, je sais pas si c'est une volonté à proprement parler, mais ce que je constate, c'est que en fait, ce sont des termes qui sont pas scientifiques. Par exemple, l'un des premiers fondateurs de la conférence Macy, vous savez, en 1956, qui est la grande conférence qui a donné lieu en fait au développement du champ de recherche qu'on appelle l'intelligence artificielle, John McCarthy a lui-même reconnu plus tard que le terme d'intelligence artificielle avait été mis en place pour obtenir des financements, si vous voulez. Donc, c'était un terme promotionnel, spectaculaire. L'idée, c'était on va réussir à reconstituer de l'intelligence avec des dispositifs matériels. Donc, c'est une espèce de fantasme d'auto-engendrement. L'homme va se reproduire lui-même, etc. Mais en réalité, ça n'a rien de scientifique. Même Yann Lequin, vous savez, qui est spécialiste de l'IA, qui travaille chez Facebook, qui était aussi professeur au Collège de France, soutient que en fait, un réseau de neurones n'a pas plus de rapport avec le cerveau que une aile d'avion n'a de rapport avec l'aile d'un oiseau, par exemple. Donc, on voit bien que ce sont des termes qui sont pas scientifiques et qui sont idéologiques. Et le problème, c'est que maintenant, ils sont tellement passés dans le langage courant, si vous voulez, que à chaque fois qu'on va s'interroger sur les dispositifs machiniques qui nous entourent, on va employer ce type de termes, alors même que ils n'ont pas de fondement scientifique et qu'ils vont masquer un certain nombre de questions sur lesquelles Est-ce que c'est uniquement un levier marketing, comme tu le rappelais tout à l'heure, ou est-ce que c'est simplement pour que ce soit plus compréhensible, même si c'est faussé, pour le grand public? Je suis pas sûre que ce soit plus compréhensible pour le grand public, parce que le point important, c'est que quand on parle de ces machines de cette manière-là, il y a toutes sortes de choses qu'on ne va pas voir. Par exemple, si on parle de conscience machinique, de machine spirituelle, de machine intelligente, on a l'impression qu'il y a une espèce de substance pensante qui s'est ajoutée à ces machines, alors qu'en fait, ce sont des industries, ce sont des infrastructures matérielles qui nécessitent des ressources, qui nécessitent des minerais, de l'énergie pour fonctionner. De même, elles nécessitent aussi du travail humain, donc toutes sortes de travailleurs du clic qui vont indexer les textes ou les images, par exemple dans le cas des intelligences artificielles génératives. Et puis aussi du travail humain au sens, du travail mathématique. Il faut développer des algorithmes, des fonctions mathématiques pour faire fonctionner ces dispositifs-là. Et tout cela, si vous voulez, on ne le voit pas parce qu'en fait, on va utiliser des termes qui sont inappropriés. Donc, est-ce que c'est ça le risque du coup, enfin, ou en tout cas les risques d'utiliser ce type de termes qui viennent anthropomorphiser nos machines? Ou est-ce que tu en vois d'autres? Alors, pour moi, c'est l'un des risques principaux. Je vois aussi un autre risque, peut-être, je l'ai déjà un peu mentionné, mais disons que je crois qu'en fait, le fait de anthropomorphiser ces dispositifs nous empêche aussi de nous interroger sur ce que ces dispositifs nous font à nous, ce qu'on appelle les humains, c'est-à-dire comment ils transforment nos esprits, en fait. On va leur attribuer la pensée, on va leur attribuer la conscience, on va leur attribuer l'intelligence, mais du coup, on va se priver de s'interroger sur ce qu'ils font à nos pensées, à nos intelligences, à nos consciences. Et pour moi, c'est vraiment ça la question fondamentale, parce que tous ces dispositifs sont en fait des supports de mémoire, des supports de symboles, des supports de savoir, donc qui s'inscrivent en fait dans une très longue histoire qui est celle de l'écriture, de la peinture, de la photographie, de la phonographie, de la cinématographie, de la télévision. En fait, tous ces supports d'enregistrement,
il transforme à chaque fois nos rapports au temps, nos manières de penser, nos manières de voir le monde. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui, à mon avis, avec l'intelligence artificielle. Et c'est ce type de questions qu'il faudrait poser. On va revenir là-dessus, ça va être vraiment le cœur de l'épisode, de comprendre ce qui est autour de cette mutation, on pourrait dire, sociale, mentale, qui est en train d'arriver aussi par la technologie. Mais restons un tout petit peu sur les termes. Tu nous dis que le terme d'intelligence artificielle, du coup, n'est pas le bon. Pourtant, c'est celui qui s'est promulgué très, très largement. Effectivement, c'est une réussite magnifique, ce terme d'IA. Mais alors, quel terme employer ? Alors moi, je proposais d'employer le terme d'automate numérique ou d'automate computationnel, pour tout simplement souligner qu'il s'agit d'un processus d'automatisation. Si vous voulez, on a automatisé les savoir-faire, par exemple, avec le développement des machines-outils dans les usines, etc. On connaît très bien ça. Et nous sommes aujourd'hui en train d'automatiser nos savoir-penser. C'est-à-dire qu'on n'automatise plus seulement des opérations gestuelles, mais des opérations mentales, des opérations intellectuelles, pourrait-on dire. Et dans des dispositifs qui sont plus des machines-outils, mais qui sont des machines algorithmiques, si vous voulez. Et donc, pour moi, c'est important de réinscrire ce qui se joue aujourd'hui dans cette histoire de l'automatisation. C'est pour ça que je propose ce terme. Mais évidemment, on peut utiliser d'autres termes, comme le terme d'algorithme, tout simplement, le terme de traitement de données, de calcul statistique, de calcul algorithmique, qui, à mon avis, reflète déjà beaucoup mieux la réalité du processus. C'est sûr qu'ils sont vachement plus justes techniquement. Moi, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable. En même temps, dans le numérique, on nous reproche beaucoup que c'est une espèce d'arcane, indescriptible, indéchiffrable, que c'est hyper complexe. Alors, si tu commences à prendre des termes encore plus complexes, algorithme, voire réseau de neurones convolutionnels, ou automate même, qui est un terme qui renvoie à la technique, est-ce qu'on risque pas de rendre les choses finalement encore plus illisibles, encore moins présentes pour le grand public ? Ouais, je comprends. Dans ce cas-là, il faudrait faire l'effort de définir un petit peu à chaque fois. Mais il me semble que la question de l'automatisation, c'est une question très importante aujourd'hui et que le fait de la mettre un peu au cœur du débat, ce serait intéressant pour tout un chacun, en fait. Chacun pourrait se demander. Elle est pas nouvelle, cette notion d'automatisation. Elle est pas nouvelle non plus. Elle fait quand même référence dans toute la culture. Enfin, si tu penses à Vaucanson, je crois que c'était le XVIIe siècle, avec son canard digesteur, c'était déjà des automates. Donc ça parle à tout le monde. C'est clair. Thibaut. Le point que ça questionne, et je sais pas si c'est dans l'objectif, peut-être que Anne, tu peux nous éclairer, mais si on utilise des termes un peu trop complexes, est-ce que ça voudrait dire que les gens ne vont pas l'utiliser ? Et s'ils ne vont pas l'utiliser, est-ce qu'on ne force pas quelque part un usage ? Je sais pas si je vois le fil de pensée qu'il y a derrière, mais si le fait d'avoir un vocabulaire plus facile facilite l'usage, la question de est-ce qu'on en a réellement besoin doit se poser. Non, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on utilise un vocabulaire plus complexe, les gens l'utilisent pas. Si on utilise un vocabulaire plus simple, les gens l'utilisent. Est-ce que finalement, on peut se poser une vraie question d'usage derrière ? Alors, c'est possible. Je pense que, si vous voulez, ces technologies, elles sont beaucoup socialisées, on va dire, dans les populations à travers des discours qui sont un peu des discours publicitaires ou des discours de marketing d'une certaine manière. Et ça pose aussi problème parce que on devrait, je pense, aujourd'hui faire un gros effort sur la question de l'éducation aux médias, l'enseignement de l'histoire des techniques, de l'enseignement, évidemment de l'informatique, mais beaucoup plus largement, si vous voulez, de l'anthropologie des techniques, de l'éducation aux médias, donc la manière dont sont produits aujourd'hui les images, les textes qui circulent, etc. Et si on avait cet effort, en fait, dans le champ de l'éducation, peut-être que ces discours de marketing et ces discours publicitaires, ils auraient moins de prise. Parce que les usages, je suis d'accord que ça peut être un enjeu pour les entreprises qui produisent ces technologies, qu'elles soient utilisées par les individus, mais l'enjeu, c'est aussi de savoir de quels usages on parle. Est-ce qu'on est face à des usages purement consuméristes ou est-ce qu'on est face à des pratiques qui sont, par exemple, des pratiques collectives, des pratiques de partage de savoir, etc. Et tant qu'on utilise ce type de vocabulaire, en fait, on va se rapporter à nos technologies comme, de manière un peu magique, en fait. Moi, je crains un petit peu ce que Simondon appelait l'hypnose technique. Vous savez, le fait qu'on est un peu hypnotisé par nos outils, on comprend pas du tout comment ça fonctionne. Et en fait, on a un rapport magique et parfois un peu infantile à elle. Il y a une dimension magique à la chose, comme aussi l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke disait toute technologie suffisamment avancée on ne peut pas la distinguer de la magie. Mais pour clore sur ce sujet du vocabulaire, du champ sémantique, du récit, est-ce qu'on peut pas conclure, puisqu'on a une philosophe avec nous, et c'est une question, par simplement, est-ce que le langage n'est pas un déterminisme en soi ? Oui, alors, un déterminisme, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que la manière dont nous parlons
conditionne la manière dont nous pensons, si vous voulez. Donc, quand on utilise un certain nombre de termes, on ferme un certain nombre de questions, si vous voulez. Quand on change de vocabulaire, on ouvre de nouvelles questions. Donc, si vous parlez d'automate, vous allez ouvrir des questions du type « Ah, quelles sont les fonctions que je suis en train d'automatiser quand j'utilise ce type de dispositif ?» Si vous parlez, par exemple, de technologie intellectuelle, qui est un terme qui a été développé par un anthropologue qui s'appelle Jack Goody, si vous parlez de technologie intellectuelle, vous allez comprendre qu'en fait, notre intelligence, comme on l'appelle, elle fonctionne toujours grâce à un certain nombre de supports techniques. Et donc, vous allez commencer à vous interroger sur ce que ces supports techniques font à vos intelligences. Vous voyez, à chaque fois, vous allez ouvrir des questions différentes. Et je pense que c'est très intéressant de se donner des nouvelles possibilités de pensée par rapport à ces technologies actuelles aussi. Des nouveaux moyens de penser, des nouveaux chemins à s'ouvrir et surtout, faut pas faire un chemin d'égarement comme la chronique que l'on va écouter à l'instant. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Alors aujourd'hui, Laurent, tu reviens sur la déferlante des réseaux sociaux qui a eu lieu autour des années 2010 et plus précisément sur une application d'un géant qui voulait détrôner le leader incontesté et incontestable Facebook et à savoir Google+. Et oui, avant 2017 et le mouvement que l'on connaît, MeToo était un concept marketing qui s'appliquait à des produits. J'explique. Faire un produit MeToo, moi aussi en anglais, signifiait copier un produit à succès afin de lui piquer des parts de marché. On ne compte plus les MeToo du Nutella, des dizaines de marques qui disent « moi aussi, je fais de la pâte à tartiner !» Certaines ajoutent même une USP, Unique Selling Proposition, ou argument différenciant en français. Par exemple, en plus, ma pâte à tartiner, elle contient pas d'huile de palme. Il existe des MeToo célèbres, enfin plus ou moins, Bing par exemple, MeToo de Google, et des MeToo moins célèbres, moins que plus, comme Stick et Shock, un MeToo des biscuits Finger de Cadbury. La stratégie s'applique dans tous les domaines, de la santé, les médicaments MeToo, au sexe, les sex toys MeToo, en passant par les auteurs. Guillaume Musso et le MeToo de Marc Lévy, mais n'est pas un sextoy. Quoique. Bon, ouais, mais des fois, cette approche, elle peut marcher quand même, non? Ouais, enfin, parfois, cette stratégie d'imitation tourne en boucle quand même. C'est le cas notamment pour des produits sur lesquels l'innovation est quasi impossible, comme le sopalin. Toujours pas un sextoy. Quoique. Au passage, sache que sopalin est la version courte de société du papier linge. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Rien de plus facile en effet que de copier le plus célèbre des essuie-tout, un cylindre en carton, du papier à découper suivant les points des pointillés. Mais parfois la tâche est ardue, Lulu, même pour les entreprises les plus puissantes. En 2011, Google s'attaque pour la 4e fois de son histoire au marché des réseaux sociaux, Facebook en tête. Crois-tu qu'après 3 défaites, ils auraient rangé les raquettes? Bah non. Pas du tout. Après Orkut, pas les boules de pétanque, Google Friend Connect et Google Buzz, le pape de la tech nous pond Google+. C'est exactement comme Facebook, mais en rouge. Il faut dire que le gâteau est appétissant, l'entreprise de Mark Zuckerberg se dirige scandaleusement vers un chiffre symbolique, 1 milliard d'utilisateurs. Ok, on comprend bien que copier n'est pas jouer et que souvent la copie est moins bonne que l'original, mais pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors, première mauvaise idée dans cette stratégie d'imitation de Google+, viser la tête et s'en prendre directement au leader incontesté et incontestable. Un peu comme si Microsoft avait voulu lancer un lecteur MP3 pour détrôner directement l'iPod. Deuxième mauvaise idée, se positionner sur un métier qui n'est pas le tien. Le business historique incontesté de Google, c'est la recherche, pas le social. On est même plutôt à l'opposé. La recherche est solitaire, les réseaux sont pluriels. Parfois, il faut savoir rester dans son champ d'expertise. Sinon, c'est un peu comme si la plus grande star de basketball de tous les temps se mettait au baseball. Hein? Ah bon? Alors, troisième mauvaise idée, proposer le niveau sopalin de l'innovation, c'est-à-dire que dalle. Le réseau social de Google ressemble d'ailleurs plus à un copycat qu'à un MeToo, c'est-à-dire il limite plus qu'il n'emprunte. L'intérêt pour un utilisateur de Facebook de migrer vers Google+ est donc nul. Et autant c'était marrant la première fois, autant maintenant que toutes leurs données sont chez Zuckerberg, les utilisateurs n'ont pas l'intention de répliquer une telle bourde. Quatrième mauvaise idée, conditionner un usage à un autre. Parce qu'à un moment, pour accéder à ta messagerie Gmail, il fallait créer un profil Google+. Et ça... Ok. Il y a rien de bon alors? La liste des plantades est quand même longue. Le réseau social de Google se fait guillotiner d'ailleurs en 2019 et devient un cas d'étude de l'échec. Finalement, le seul truc sur lequel Google s'était pas planté, c'est l'utilisation du signe plus.
Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 50 grandes marques qui l'ont adopté. Disney+, Hulu+, Paramount+, Apple TV+, TF1+, M6+, NFL+, McDo+, Walmart+. Il manquerait plus que X y mettre pour qu'on ait X+, ou Canal+, et on aurait Canal++. Il restera bien sûr 2 ou 3 pleu-pleu pour pas mettre de plus au bout des marques. Et d'ailleurs, s'ils sont 3, faudra les rebaptiser les pleu-pleu-pleu. Tu trouves que c'est absurde? Well, me too. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Mais qu'il est bon ce Laurent, moi j'adore à chaque fois. Ça part loin quand même. Hein. Sopalin, tout ça. On a appris un truc au moins. Au moins on a appris le sopalin, ouais. Bon, Anne, revenons à nos moutons. Alors moi j'ai vu ta conférence TEDx que tu as donnée cette année en Italie. Il y a un truc qui m'a retourné la tête, mais total. Tu as donc évoqué Platon, qui donc avant même la naissance de Jésus-Christ s'interrogeait dans le Phèdre sur la nouvelle technique de son époque, l'écriture. Et cette technique, manifestement, il la décrivait, tu le disais, comme un pharmacone, donc tout à la fois un remède pour la mémoire et donc pour la conservation, la transmission des savoirs, génial, mais aussi un poison, car l'écriture conduirait, selon ses réflexions, à une perte d'effort de mémoire, et puis que l'écriture va poser des risques pour l'évolution de la culture collective. Alors ça m'a intrigué, parce que ça ressemble quand même vachement aux réflexions qui ont cours en ce moment avec l'IA. J'ai un peu creusé, et pour Platon, l'écriture est une imitation de la parole qui est elle-même une imitation de la pensée. Là encore, ça ressemble vachement à ce qu'on se dit actuellement sur les IA génératives en particulier. Alors finalement, bon, je ne sais pas s'il faut forcément suivre Platon dans toutes ses réflexions, mais s'il était parmi nous aujourd'hui, 2500 ans après environ, qu'est-ce qu'il dirait ? Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il dirait exactement. Il serait sans doute un peu affolé d'une part, mais disons que nous, on peut essayer de penser, nous, à partir de ces réflexions, ce qui nous arrive avec ces nouvelles machines d'écriture, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, en particulier avec ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, qui produisent du texte comme ça automatiquement à la demande. Donc, moi, mon point là-dessus, c'était de dire que finalement, avec ce type de machine d'écriture-là, ce n'est plus seulement la mémoire qu'on a extériorisée dans un dispositif technique, comme avec l'écriture. Donc, l'écriture, on va pouvoir déléguer en fait notre faculté de nous souvenir. Mais là, c'est notre faculté à nous exprimer, en fait, nos capacités d'expression. Puisque d'une certaine manière, ce n'est plus nous qui allons produire le texte, mais ce sont des algorithmes qui ont fait des calculs statistiques et probabilistes sur des quantités massives de données. Je rappelle aussi que le dieu Thoth, donc le dieu égyptien qui invente l'écriture dans le mythe égyptien de l'origine de l'écriture que raconte Platon, c'est aussi le dieu du calcul, en fait, et des mathématiques. Donc, c'est pas inintéressant de faire le parallèle. Voilà. Mais du coup, attends. Certes, la société a muté depuis Platon. Certes, l'écriture y a joué un grand rôle. Si on continue le parallèle, l'IA va faire la même chose. Pas de la même manière. Mais est-ce que c'est si grave finalement ? Est-ce que c'est pas juste une question d'évolution de l'humanité et que, oui, il y a des moments où il y a des grandes découvertes techniques, l'écriture, la locomotive, la machine à vapeur, l'imprimerie et puis l'IA qui viennent simplement participer d'une évolution globale dans l'air du temps, on pourrait dire. Alors, c'est sûr qu'il y a une évolution technologique, une évolution aussi des mémotechnologies, disons, des supports de mémoire, etc. Mais ce qu'il faut bien voir à chaque fois, c'est que les évolutions sociales, politiques, culturelles qui ont vu le jour après ces évolutions technologiques, elles ne sont pas arrivées toutes seules. Elles sont arrivées parce qu'on a mis en place, en fait, des institutions collectives, des institutions sociales qui nous permettaient d'adopter ces technologies et de développer de nouveaux savoirs. Par exemple, l'Académie de Platon, c'est une institution qui est censée permettre le développement, des mathématiques, de la philosophie, etc., qui sont des savoirs nouveaux qui se développent à partir de la technologie de l'écriture. Parce que c'est vrai que si vous ne pouvez pas écrire, c'est très compliqué de faire de la philosophie, par exemple, ou des mathématiques. Bon. Mais le point important ici, c'est de voir qu'en fait, les technologies, si vous voulez, n'entraînent pas de manière immédiate des transformations sociales, politiques. Au contraire, si on ne fait rien pour les adopter, elles risquent de détruire potentiellement nos facultés psychiques, mentales et nos capacités à vivre ensemble aussi collectivement et nos institutions sociales, politiques et collectives. C'est ça qui est très important. En particulier à l'époque de la disruption où on a des nouvelles technologies qui apparaissent tout le temps, si vous voulez. On est dans un régime d'innovation permanente et donc c'est de plus en plus difficile de les adopter, en fait. Donc le message sous-jacent, c'est l'innovation technique,
on est condamné à l'innovation technique d'une certaine manière en tant qu'être humain. C'est depuis que l'homme est homme, il innove avec des outils qui enlèvent soit sa peine physique, soit aujourd'hui à sa peine cognitive. Michel Serres disait l'homme est un animal qui perd autant qu'il gagne d'une certaine manière, pour résumer ça. Toi, ce que tu nous dis, c'est que le sous-jacent de tout ça, c'est conditionné par les usages que l'on aura de ces outils, mais au-delà de ces usages, parce que c'est presque enfoncer une porte ouverte, si je résume comme ça, c'est plus la capacité de l'ensemble de la société à pouvoir s'approprier ces usages. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, d'une certaine manière, ça participe d'un projet politique pour pouvoir canaliser ces usages et aussi les propager à la fois. C'est un peu les deux, pouvoir les canaliser et les propager à l'ensemble de la société. Oui, alors je dirais que c'est pas seulement une question d'usage. C'est aussi aujourd'hui, en tout cas, avec les nouvelles technologies, donc les technologies informatiques, numériques, qui se sont développées durant les 50, 70 dernières années, disons. En fait, c'est aussi une question de modèle économique et de fonctionnalité technique. Donc, je m'explique. En fait, une technologie numérique, en fonction de la manière dont elle fonctionne et en fonction du modèle d'affaires de l'entreprise qui la développe, elle va conditionner des usages différents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent, on parle du numérique en général, mais par exemple, c'est pas du tout la même chose d'utiliser Wikipédia ou d'utiliser Facebook. Vous faites pas du tout la même chose quand vous êtes sur Facebook ou quand vous êtes sur Wikipédia, parce que, en fait, ce sont deux technologies qui n'ont pas du tout les mêmes fonctionnalités techniques. Par exemple, sur Wikipédia, vous pouvez exprimer un point de vue, vous pouvez débattre collectivement, etc. Sur Facebook, vous pouvez simplement poster des messages ou alors dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas un contenu, etc. Bon, vous êtes anonyme sur Wikipédia, vous ne l'êtes pas sur Facebook, on collecte vos données sur Facebook, on ne les collecte pas sur Wikipédia, etc., etc. Et puis le modèle d'affaires qui est derrière, c'est pas du tout le même. Vous avez d'un côté une entreprise privée qui collecte des données pour les revendre à des publicitaires. De l'autre côté, vous avez, disons, une organisation qui promeut une sorte de partage commun, de production collective de savoir partagé en commun. Donc, vous voyez ce que je veux dire, les usages ne sont pas suffisants. La question, ce que tu dis, c'est que le business model derrière l'entreprise qui va porter sur le marché telle technologie va déterminer, là encore, d'une certaine façon, le type d'usage qu'on va en avoir et la qualité de cet usage. C'est ce qui t'a amené à parler de McDonaldisation, en quelque sorte, de la pensée avec ChatGPT, c'est toi? Alors, non, c'est pas moi la McDonaldisation de la pensée, mais j'ai pu écrire des choses qui, à mon avis, vont un tout petit peu dans ce sens. Je sais pas très bien. Je sais pas très bien de ce que je comprends. En tout cas, l'idée c'est que ChatGPT, par exemple, cet outil-là pourrait conduire à une sorte d'uniformisation de la langue, en fait, d'uniformisation des productions écrites que l'on trouve sur Internet. De même que des IA génératives d'images pourraient produire en fait une sorte d'uniformisation des images que l'on voit sur la toile. Pourquoi? Que des images et que de la langue ou de notre conception du monde in fine? Ou de la pensée même. Oui, voilà. Dire. Moi, je considère que les images et la langue sont véhiculent toujours des manières de voir le monde en fait et des manières de penser, des points de vue sur le monde. Donc, homogénéiser nos manières de parler, homogénéiser nos manières de voir, c'est en fait homogénéiser nos pensées. Alors, on a pu constater que, comme, si vous voulez, ce sont des dispositifs qui fonctionnent sur des calculs statistiques, des calculs probabilistes, ils ont pour effet de renforcer des moyennes, en fait. C'est pour ça que, au début, quand ces logiciels n'étaient pas très bien dressés, entre guillemets, on constatait qu'il y avait des biais ou des préjugés qui ressortaient massivement dans les textes ou dans les images. Voilà, bon. Pas mal. Et c'est encore largement le cas, j'imagine. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Et que justement, si on ne met pas en place des dispositifs pour contrer ce risque, par exemple, on pourrait très bien se dire que les jeux de données sur lesquels se basent ces algorithmes pourraient être triés en amont, par exemple, plutôt que de ramasser tout ce qui traîne, entre guillemets, sur le web, sur Internet, etc. Mais on peut mettre en place toutes sortes de choses pour que ce soit différent. Vous voyez, c'est pas inéluctable, ça. Mais néanmoins, il faut quand même avoir pris conscience des risques si on veut changer les choses. Et un autre aspect du numérique, finalement, c'est aussi sa forte capacité à automatiser. Et ce qui revient de cette automatisation, on a parlé, c'est une productivité ou une promesse d'une productivité décuplée. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout le temps qu'on gagne grâce à ces gains de productivité jusque-là? Ben là, ça nous renvoie aussi au même problème, c'est-à-dire que
quand bien même la technologie ou l'automatisation numérique nous permettrait de produire plus dans un temps plus court, en fait, on ne va pas, nous, automatiquement gagner du temps si on ne met pas en place de nouveaux modèles de société, de nouveaux modèles économiques. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que raconte un sociologue qui s'appelle Armand Rosa, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'accélération, c'est que précisément, en fait, cette promesse de l'automatisation qui consiste à dire que nous allons gagner du temps parce que nous allons être libérés des tâches ingrates et tout ça, bah, en fait, elle a pas été réalisée parce que finalement, nous produisons toujours plus, bien que nous ayons de gros problèmes écologiques en termes de ressources, etc. Il y a une forme de fuite en avant où tu gagnes du temps, mais pour produire toujours plus, et puis pour chacun, pour travailler, depuis la nuit des temps, depuis qu'on automatise finalement. Et puis avec des risques aussi, évidemment, de perte d'emploi dans certaines catégories de la population. Donc, évidemment, ces catégories varient en fonction des technologies dont on parle. Mais si vous voulez, les réflexions qui étaient celles de André Gortz ou de Bernard Stiegler sur ce sujet, donc qui sont deux philosophes contemporains qui ont beaucoup travaillé sur la révolution industrielle numérique, disons, leur réflexion, elle consistait à dire que finalement, on va avoir de plus en plus de personnes qui perdent leur emploi et qui n'ont même plus les moyens, en fait, de consommer tout ce qui est produit. Et que ça va poser un problème d'insolvabilité économique. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est précisément de répartir les emplois équitablement dans la population, mais en réduisant le temps d'emploi individuel, si vous voulez, pour véritablement gagner du temps libre où l'on peut développer des savoirs, des capacités qui ne sont pas automatisables. Vous voyez, c'est ça un peu l'enjeu. C'est un petit peu, enfin, quand j'écoute un peu tout ça, on a l'impression que le numérique est un peu la promesse manquée sur le gain de temps qui nous permettrait de pouvoir avoir un peu plus de temps à nous, de temps propre. Si je regarde un petit peu les réseaux sociaux dont la vocation était de nous rapprocher les uns avec les autres et finalement nous individualise de plus en plus, on a l'impression qu'un peu le numérique est une espèce de promesse manquée, un peu systématique quand on essaye de regarder un petit peu ça de loin. Qu'est-ce que ça dit de nous et comment est-ce qu'on pourrait essayer de réaméliorer et de réengranger un petit peu tout ça et qu'est-ce que ça dit de notre société aussi? Alors, ce sont des questions très difficiles, mais en fait, je crois que le numérique, justement, n'est pas un espace homogène et qu'il a beaucoup évolué depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on peut constater qu'il y a eu une sorte de processus de privatisation de l'espace numérique qui, par exemple, avec des grandes entreprises, les géants du numérique, qui vont en fait posséder la plupart des réseaux sociaux ou des plateformes de contenu et qui vont être en fait presque quasiment en situation de monopole et qui vont en fait développer des technologies qui ont pour fonction, comme vous le disiez à l'instant, de capter nos attentions, de nous maintenir le plus longtemps possible connectés, etc., pour faire des choses qui sont pas forcément très intéressantes. Alors que à l'origine, les technologies numériques, elles ont été développées avec, le web, les liens hypertextes, les sites internet, même les blogs, pour partager des savoirs, en fait, pour nous connecter les uns aux autres, pour avoir la possibilité aussi de s'exprimer les uns les autres et de faire passer des points de vue singuliers, ce qui n'était pas forcément possible avec les médias analogiques audiovisuels comme la télévision, par exemple. Donc, il y a effectivement eu un retournement en fait, de toutes les promesses que portait le numérique avec lui. Mais ce retournement, il est lié, en fait, à des facteurs économiques, technologiques, quoi. Et on peut les changer. Mais c'est là où, encore une fois, la question se pose. Donc, si on revient, j'avais déjà posé cette question, mais j'aime bien la reposer à chaque fois. On a un choix systématique entre promouvoir les gens qui sont plutôt heureux ou promouvoir les gens qui sont plutôt mécontents. Et vraisemblablement, chez Facebook, on a fait le choix de plutôt promouvoir des contenus un peu problématiques. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait que ce choix est plus crédible l'un que l'autre? Je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on essaye de pousser systématiquement, je mets des guillemets à tout ce que je dis, mais la notion de haine plutôt que d'essayer de promouvoir les choses qui sont plutôt réjouissantes. Quand, par exemple, sur TikTok, une personne est plutôt a des tendances suicidaires, on va plutôt être enclin à continuer de la renforcer dans ces modes-là, alors qu'on pourrait très bien orienter notre algorithme vers des choses qui sont je vais te montrer la vie de manière positive, je vais essayer de t'aider à t'en sortir. On a l'impression qu'on cherche toujours à aller plus loin dans les choses qui sont pas terribles. Encore une fois, qu'est-ce que ça indique de nous et qu'est-ce que ça indique de notre capacité à essayer de se sortir de tout ça? Pour moi, ça indique surtout la stratégie des entreprises qui sont derrière ces algorithmes de recommandation. Parce que, en fait, le point important, c'est que nous n'avons jamais choisi
comment ces algorithmes de recommandation fonctionnent. Nous n'avons pas été consultés en tant que citoyens. On nous a pas demandé comment on souhaitait que les algorithmes de recommandation fonctionnent. Ils ont simplement été faits pour retenir plus l'attention des gens et faire gagner plus d'argent aux plateformes, en fait. Vous avez sans doute c'est la seule intention, je crois. Vous avez sans doute des études de marketing qui montrent que si vous entretenez des individus qui ont des tendances suicidaires dans des boucles ou de rétroaction où vous leur montrez en permanence des contenus qui les entretiennent dans leurs pensées noires ou sombres, eh bien, vous allez plus facilement les engager, entre guillemets, sur le réseau. Et donc, vous allez gagner plus d'argent. Donc, c'est sans doute sur la base de C'est exactement ce qu'ont montré les Facebook Files, notamment, avec les fuites de Facebook. Il y en a eu aussi chez TikTok. Exactement. Et on sait qu'ils le savent et que ça a même été étudié. D'ailleurs, Anne, à propos d'études, c'est l'heure de la tech entre les lignes. La tech entre les lignes. Alors Louis, tu viens de sortir ton nouveau livre Bonjour ChatGPT aux éditions Mardaga. Et non content de cet événement, tu veux réconcilier en une chronique Olivier Sibony, les chambres d'écho, la démocratie et la polarisation des débats. Vous connaissez mon affection pour Olivier Sibony et ses travaux, et je voulais vous parler aujourd'hui d'un article qu'il m'avait conseillé de lire alors que je travaillais à l'écriture de Liker sa servitude qu'il avait accepté de préfacer. Je vous parle ici d'un papier de 2022 écrit par 3 chercheurs de différentes institutions, dont l'université de Cape Town et celle de Stanford, et qui s'intitule « Dépolariser les chambres d'écho à l'aide d'un nudge dynamique aléatoire ». Ouh, c'est un joli projet tout ça, mais alors, comment on s'y prend ? En fait, il parle d'un constat assez simple. Les chambres d'écho et la polarisation naissent lorsque les gens restent entre eux et ne sont pas confrontés à des avis contradictoires. Il se propose donc d'implémenter un nudge, donc un coup de pouce dynamique, car cela agit lorsqu'il y aurait polarisation, et aléatoire, car l'algorithme proposerait alors du contenu aléatoire, qui permettrait de confronter des agents à des opinions qu'ils n'auraient jamais vues. Leur but n'est donc pas d'homogénéiser les avis divergents, mais bien d'augmenter le dialogue et l'échange pour aboutir à un consensus et éviter la désinformation. Bref, une belle base en fait pour la démocratie. On remet du hasard dans tout le monde du numérique, j'adore l'idée. Mais le suspense est intenable dans ton affaire, ça marche ou pas du coup ? Oui, ça marche. En montrant différentes opinions à des agents, on peut empêcher une chambre d'écho de se former ou dissoudre celle déjà créée. Le Random Dynamical Nudge, donc le RDN, facilite et augmente les interactions entre utilisateurs, même ceux d'avis contraires. Et cela permet des discussions plus saines sur les réseaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on finit avec une sorte de pensée unique, neutre, partagée par tout le monde, mais bien que les individus sont capables d'échanger et d'être moins polarisés, tout en restant potentiellement en désaccord. Une dinguerie. J'adore. Il faudrait implémenter ça partout en fait. C'est bien ce que les chercheurs proposent en fait, pousser l'étude puis implémenter le RDN directement dans les algorithmes des plateformes. Puisque les messages poussés par le nudge sont déjà de la propriété de la plateforme, ce serait assez simple à appliquer. Il y a quand même un petit bémol. Ah, génial, j'en étais sûr. C'est trop beau pour être vrai ton histoire jusque-là. Bon, ok. Alors j'ouvre juste une piste de réflexion. Est-ce que ce RDN, ce serait pas un peu comme une sorte de pansement bariolé sur une plaie infectée ? Genre, on traite les symptômes mais pas la cause. Parce que oui, le nudge permet, grâce à la technique, que les gens confrontent leurs avis et évoluent. Mais le vrai problème, c'est que ce serait pas que les gens ne se parlent plus. Il y a quelques années, tu sais, les équipes de Twitter avaient mené une expérience similaire. Si tu étais sur le point de poster un tweet injurieux ou vénère, la plateforme le détectait et te demandait si tu voulais vraiment l'envoyer. Conclusion, 30% des utilisateurs modifiaient ou supprimaient leur message. C'est pas rien. Alors au début, tu te dis c'est cool, mais en fait, ça pose pas la vraie question. Pourquoi est-ce que la première réaction de cette personne, c'est d'envoyer un tweet insultant ? Comme souvent avec la tech, la réponse est moins à trouver dans les solutions algorithmo-techniques et plus dans la philosophie et la politique. Et ça, j'aimerais qu'on évite de le rendre aléatoire. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Dépolariser les chambres d'écho à l'aide d'un nudge dynamique et aléatoire. Merci Louis. On a récemment parlé de la guerre de l'information et des risques de désinformation avec David Colomb, qui pour le coup est plutôt le fruit de la manipulation de certains groupes, parfois et souvent même étatiques, cherchant à polariser nos sociétés. Suivez mon regard. En somme, un numérique comme un outil de déstabilisation de nos démocraties. Dans tout ce que l'on vient de se dire ensemble, Anne, comment on peut entrevoir un numérique, cette fois-ci, au service de nos démocraties ?
On a abondamment parlé de ces IA notamment et LLM qui viennent remplacer notre langage, qui viennent peut-être se substituer parfois à notre pensée. Dans quelle mesure, puisqu'on a évoqué ça à la fin de la dernière partie, cet impact sur le travail et sur une certaine forme de prolétarisation vient percuter nos démocraties ? Alors, il y a plusieurs aspects pour répondre à cette question. Disons que la première chose, la chose la plus évidente, c'est que ce sont des technologies qui vont permettre de produire de la désinformation en quantité industrielle. Puisque, évidemment, vous allez pouvoir produire des images très vraisemblables ou des textes très vraisemblables qui n'ont aucun rapport avec les faits avérés. Et en plus, comme ces textes ou ces images sont produits, disons, de manière automatique à partir de calculs statistiques, il n'y a pas du tout de processus de certification par les pairs, de vérification, de délibération collective qui permet, si vous voulez, de produire de l'information ou du savoir. On est vraiment sur... Pardon, pour aller dans ton sens et pour illustrer pour notre audience, souvenez-vous de tous les deepfakes qu'on a vus dans les médias ces derniers mois. Souvenez-vous aussi de la une de Libé qui s'était fait piéger en reprenant une photo de manif où quelqu'un brandissait la photo d'un bébé qui n'était pas du tout une photo réelle. On est déjà dans cette espèce de désinformation où plus personne ne sait ce qui est totalement vrai et totalement faux. Voilà. Et puis en plus de ça, il y a toute la problématique des faux comptes. Si vous voulez, ces IA génératives, elles permettent aussi d'alimenter les faux comptes. Et on sait que l'industrie de la désinformation utilise beaucoup de faux comptes pour cliquer sur tel et tel contenu. Et comme les algorithmes de recommandation amplifient toujours les contenus les plus vus, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, liées à leur modèle d'affaires fondé sur l'économie de l'attention, eh bien, le résultat de ça, c'est que on va avoir des possibilités de diffuser et d'amplifier des contenus qui vont être largement supérieures à celles qui existent déjà. Donc tout ça est très très problématique. Donc nous, ce qu'on soutient dans le cadre du Conseil national du numérique, c'est que une des manières vraiment intéressantes pour lutter contre cette propagation de fausses informations qui va être amplifiée par les IA génératives, c'est d'agir sur les systèmes de recommandation. C'est un peu le sens d'une note que j'ai publiée dans le cadre du Conseil national du numérique récemment et qui recommande en fait si vous voulez, de ne pas agir seulement en amont sur la modération des contenus, mais bien sur les systèmes de recommandation en développant des systèmes de recommandation qui ne sont pas fondés seulement sur les calculs algorithmiques, mais aussi sur l'évaluation par les pairs, sur les jugements humains, en fait. Est-ce que tu peux nous préciser ces systèmes de recommandation ? Tu fais référence à quel type de système de recommandation ? Parce que quand tu nous dis ça, on pense reco d'Amazon ou de Netflix, mais j'imagine bien que c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est pas tout à fait ça, parce que ces algorithmes-là, en fait, ils sont conçus et produits par des entreprises privées et ils se basent sur des calculs statistiques, donc soit le nombre de vues qu'a eu tel ou tel contenu, soit des calculs statistiques sur vos comportements passés ou sur les comportements passés de ceux qui ont eu les mêmes comportements que vous. Vous voyez, voilà. Donc c'est plutôt quand Facebook ou YouTube te pousse une suggestion sur la base de ta consommation de leurs médias. Ça, c'est de la recommandation automatique, si vous voulez. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais si vous regardez, par exemple, ce que fait une association qui s'appelle Tournesol, elle propose de faire de la recommandation collaborative ou contributive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les algorithmes ne vont plus seulement se baser sur vos comportements passés ou sur le nombre de vues de telle ou telle vidéo, mais sur des évaluations humaines. Donc, vous avez des humains derrière, vous avez des citoyens qui vont juger que telle vidéo, par exemple, est d'utilité publique, que ce fait-là, on n'en parle jamais et qui mériterait d'être connu, que pour telle ou telle raison, ce podcast est très pédagogique, très intéressant et qu'il faut le valoriser. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça, tout le monde sera d'accord avec toi. Mais juste finalement, ça c'est un peu le système des avis. Et on sait très bien que les avis Amazon, ils sont méga trafiqués avec des gens à l'autre bout du monde qui t'ajoutent des avis par millions ou par milliers en tout cas pour influer sur ce système censé être collectif. D'où l'importance de sécuriser ces systèmes de recommandation. Donc de ne pas, par exemple, de sécuriser les comptes qui participent. De faire attention à ce qui est que ce soit pas possible qu'une personne puisse émettre 15 000 avis, par exemple. Et la différence avec les avis avec les avis sur Amazon, par exemple, c'est que on n'agit pas. En fait, on agit en amont de la recommandation dans le cas de ces systèmes-là. Vous voyez, c'est que les citoyens ont les algorithmes de recommandation entre les mains d'une certaine manière.
Et quand vous regardez ce qui se passe sur des réseaux sociaux comme Mastodon ou comme Blue Sky, en fait, vous vous rendez compte que c'est déjà le cas. Donc des équivalents de Twitter, mais beaucoup plus ouverts, qui ne sont pas détenus par une entreprise, et qui sont décentralisés. Voilà, exactement, et fondés aussi sur le logiciel libre, et puis qui ne fondent pas leur modèle d'affaires sur la collecte des données, si vous voulez. Donc sur ces réseaux-là, en fait, vous allez avoir la possibilité en tant qu'utilisateur de choisir votre système de recommandation. Donc de dire par exemple, moi j'ai pas envie que ce soit le Mastodon qui me recommande mes contenus, mais je préfère que ce soit telle entité, je sais pas. Alors à l'heure actuelle, je sais pas très bien ce qui existe, mais vous voyez, on peut imaginer que ce soit, je voudrais que ce soit tel média qui me recommande mes contenus, ou bien telle association, ou bien telle organisation, ou bien tel parti politique, pourquoi pas. Mais en fait, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs systèmes de recommandation et de changer aussi. Et en plus... Mais Anne, pardon, mais tant qu'on est dans une logique de marché, tant qu'on est dans un système capitaliste, pour prendre des raccourcis, c'est un peu voué à l'échec. Des idées comme ça, là, elles sont évidemment bonnes, hein, moi j'ai envie de les suivre, mais je vois pas comment elles pourraient s'imposer et fonctionner de façon large, comment on peut les imposer à des grandes plateformes qui aujourd'hui ont un effet de réseau phénoménal. Tu vois. Alors, en fait, justement, ça peut aller dans le sens des grandes plateformes. Pourquoi ? Parce que si vous savez que ces grandes plateformes refusent d'avoir le statut d'éditeur de contenu. Donc, à partir du moment où elles refusent ce statut, eh bien, elles ne peuvent pas nous imposer leur ligne éditoriale par l'intermédiaire de leur algorithme. Vous voyez, si elles refusent le statut d'éditeur, donc d'une certaine manière, c'est en cohérence avec ce refus de dire, bon, il faut ouvrir les systèmes de recommandation. C'est ce qu'on appelle le dégroupage des réseaux sociaux. Par ailleurs, regardez ce qui s'est passé dans le cas du DMA, par exemple. Donc, Digital Market Act, règlement sur les marchés numériques. Eh bien, Google ou Apple vont être obligés d'ouvrir leur magasin d'applications à des produits qui ne sont pas des produits Google ou des produits Apple. Pourquoi ? Parce que ça permet l'innovation, ça permet à d'autres acteurs économiques d'émerger, et c'est potentiellement très bien pour la santé économique numérique, vous voyez. Et dernier point important, ces plateformes-là, ces grandes plateformes, bien sûr, elles pourraient faire aussi, elles pourraient demander une rémunération pour que ces services alternatifs puissent venir s'implémenter sur leur réseau. Et du coup, ça les obligerait à changer de modèle économique et à ne plus fonder leurs modèles économiques sur la publicité, ce qui est très dangereux et ce qui pose plein de problèmes. Sur ce sujet-là, Anne, ça me fait venir une question sur le fait que globalement, on s'inquiète, j'ai plutôt tendance à dire un certain nombre de personnes s'inquiètent de ces dérives et de ce mode de fonctionnement, mais que globalement, l'utilisateur moyen, standard, lambda, de ce genre d'application ne perçoit pas tous ces dangers-là. Et globalement, là où je veux venir sur ma question, c'est est-ce qu'on a réellement envie, est-ce que les utilisateurs, les consommateurs, les clients de ce genre de plateforme ont envie de ce genre de choses ou en perçoivent un certain intérêt ? Alors, je voudrais répondre de deux manières. La première chose, c'est que, en fait, actuellement, les utilisateurs, effectivement, n'ont pas la liberté de choisir leur système de recommandation quand ils vont sur tel ou tel réseau social. Mais s'ils l'avaient, à mon avis, ils en profiteraient. Ils seraient très contents. Si tout le monde souhaite que ce soit TikTok, par exemple, qui lui recommande ses vidéos sur TikTok, eh bien, tout le monde restera sur l'algorithme de TikTok. Mais moi, je suis sûre que si vous n'avez pas l'algorithme de TikTok par défaut, mais que vous avez le choix entre différents systèmes de recommandation qui ont différentes valeurs, qui ont différents critères, qui vous font différentes propositions, eh bien, je suis sûre que vous allez aller vers la proposition qui vous semble la plus alignée avec vos intérêts, avec vos valeurs, etc. Parce que ça va vous enrichir beaucoup plus si vous voulez d'être recommandé. Enfin, imaginons, je sais pas, vous êtes un amateur de jazz, vous avez un groupe d'amateurs de jazz qui recommande d'excellents contenus de jazz. Je vois pas pourquoi vous iriez vers l'algorithme de YouTube. À mon avis, vous préférez largement être recommandé par des gens qui s'y connaissent en jazz. Bon, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et simplement, le deuxième point, c'est que vous avez reçu David Colomb récemment, et il y a un problème politique avec la désinformation, vous voyez. Donc, indépendamment des goûts et des envies des utilisateurs, il faut aussi trouver des moyens de lutter contre ces acteurs-là. Et alors précisément, ça refait le pont avec ma question sur la prolétarisation empruntée à la philosophie de Bernard Stiegler qui, pour résumer, mais je le ferai
bien moins bien que toi, stigmatise une perte de savoir-faire, ça on l'a abondamment évoqué tout à l'heure, mais aussi une perte de savoir-vivre en ce que ça change dans nos interactions avec notre environnement et avec nos semblables, et une perte de désir. Et c'est en cela peut-être que la question est éminemment politique. Si finalement on démissionne d'une certaine manière face à l'outil technique et que ça change notre rapport à notre environnement et notre rapport aux autres, et surtout cette perte de désir, qu'il résume dans un sens comme des individus qui sont de plus en plus dépendants de systèmes technologiques au point de ne plus éprouver de plaisir et de désir. Donc qu'est-ce que ça dit du risque démocratique d'un attachement trop fort à l'outil technique, en l'espèce aujourd'hui les IA en particulier? Mais pour moi, en fait, je crois que si vous voulez, on a un problème parce que effectivement, on devient extrêmement dépendant, donc attaché en ce sens à ces systèmes, mais en même temps, on ne peut pas leur faire confiance d'une certaine manière parce que on ne comprend pas comment ils fonctionnent, et aussi parce que comme ce sont la plupart du temps des technologies qui sont fondées sur le calcul et la prédiction automatique, en fait, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation derrière. Et donc, on n'a pas confiance d'une certaine manière. Et il y a à la fois donc une immense dépendance à ces outils et une perte de confiance, donc une inquiétude. Et ça, c'est potentiellement très dangereux, à mon avis. C'est pourquoi... Pour notre psychisme déjà, peut-être? Oui, voilà. Et puis pour nos capacités à vivre ensemble aussi, parce que vous savez que la confiance, c'est un peu le fondement des sociétés, si vous voulez. Il faut qu'on puisse croire, je sais pas, en un projet commun. Il faut qu'on puisse croire, évidemment, dans toutes les informations qui circulent. Il faut qu'on puisse croire les uns dans les autres pour être capable de faire des choses collectivement. Vous voyez, tout simplement, à un niveau très basique. Et donc, ce que je crois, justement, et c'est un petit peu ce que disait Bernard Stiegler, c'est il faut réinjecter, si vous voulez, dans ces dispositifs algorithmiques, des jugements humains, de l'évaluation humaine, de la délibération collective, de l'interprétation, pour que on puisse reprendre confiance, dans ces systèmes, en fait. D'où l'importance de la recommandation collaborative, d'où l'importance de développer des outils numériques qui fonctionnent pour augmenter l'intelligence collective, comme Wikipédia, par exemple, comme d'autres réseaux sociaux qui existent, pour qu'en fait, on recrée du désir, mais qui soit pas du désir pour la technologie, qui soit du désir pour l'intelligence collective, pour le fait de construire des projets en commun. Et la technologie va devenir un support pour ça, vous voyez? C'est ce que l'on s'attache à faire ensemble, et j'espère qu'on aura su créer du désir chez vous qui nous écoutez. Le mot était lâché, on a parlé de prolétarisation. Alors c'est un mot qui fait un petit peu bizarre à l'ère du savoir et qui peut toucher aussi les cols blancs, notamment, dont on dit qu'ils vont être beaucoup impactés par ce qui se passe avec les IA génératives. Est-ce que tu penses que c'est le bon terme? Et finalement, quelle solution on va pouvoir trouver pour que ça s'insère bien dans le monde du travail aussi? Alors, je pense que le terme de prolétarisation est intéressant parce qu'il permet de montrer que, justement, en fonction... En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle phase d'automatisation, en fait, l'automatisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de formaliser un savoir vivant sous forme de procédures automatiques qui vont pouvoir être implémentées ensuite dans des dispositifs technologiques. Et donc, quand on fait cela, eh bien, évidemment, on extériorise le savoir et on le délègue ensuite à une machine. C'est ça que veut dire le terme de prolétarisation. Donc, à chaque nouvelle phase d'automatisation, on a de nouveaux savoirs qui vont être extériorisés, qui vont être prolétarisés. Donc les savoir-faire avec les machines-outils, par exemple, les savoir-penser avec les machines numériques. Bon. Et le point important, c'est de se demander, du coup, à chaque fois, comment peut-on recréer de nouveaux savoirs, en fait. C'est pour ça que Bernard Stiegler proposait vraiment cette idée d'économie de la contribution en disant, finalement, ce qui va compter dans les sociétés à venir, ce sont les savoirs qu'on ne peut pas automatiser. Et qu'est-ce que sont ces savoirs? C'est pas forcément le génie, la créativité, etc. Ça, c'est un petit peu un mythe que bon. En fait, ce sont tous les savoirs sociaux, si vous voulez. Donc, par exemple, les savoirs vivre collectivement, mais aussi le fait de construire des théories en sciences, par exemple, ça se fait toujours collectivement. Et ça, vous ne pouvez pas l'automatiser. Vous pouvez automatiser le calcul, mais vous ne pouvez pas automatiser l'invention théorique. Et l'invention théorique, c'est un processus avant tout collectif. C'est une activité, de délibération entre pairs, etc. De même dans les champs artistiques, dans les champs culturels, etc. Et puis même dans les champs techniques. Ceux qui inventent de nouveaux logiciels, ça, c'est pas automatisable. Donc, toutes ces activités, en fait, qui supposent, si vous voulez, la transmission sociale de savoir, la délibération collective et l'invention, la production de nouveautés, on ne peut pas les automatiser. Donc, l'enjeu, c'est de voir comment on peut,
en fait, mettre ces technologies numériques, non pas en faire des remplacements, si vous voulez, des individus, mais les transformer en support d'intelligence collective pour développer de nouveaux savoirs, de nouveaux savoirs médicaux, de nouveaux savoirs juridiques, de nouveaux savoirs philosophiques, de nouveaux savoirs techniques. Eh bien, ça, c'est une conclusion magnifique, que l'outil technique qui cherche à nous individualiser devienne davantage un outil au service de l'intelligence collective. Merci Anne. Merci à vous. Passionnant entretien. Passionnant. Toujours trop court, forcément. Ouais. On rappelle tes derniers livres. Donc, Schizophrénie numérique, qui a été sorti en 2023 aux éditions Alia, et Le Capital que je ne suis pas, que tu as coécrit à Gaël Giraud, sorti en mars 2024 chez Fayard. On renvoie aussi à l'excellente note que tu as commis pour le Conseil national du numérique qui vient de sortir là. On est fin mars 2024. Et puis pour ceux qui nous écoutaient, restez bien avec nous. C'est l'heure du débrief. À bientôt, Anne. À bientôt, merci beaucoup. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et pas encore un bel épisode, un petit peu prise de recul. Moi, j'aime bien ces épisodes-là où on voit des philosophes et on a une bouffée d'air frais et une prise de recul finalement sur les grandes questions qu'on a actuellement sur le numérique. Cyril ? Cette prise de recul, effectivement, on est remonté très très loin pour se dire, on se l'était déjà dit d'ailleurs, mais que cette innovation technique, elle est consubstantielle de ce que l'on est, l'être humain, mais que finalement, une fois qu'on est attaché à ces outils, il s'agit surtout de voir comment les usages se propagent et comment éventuellement cet outil libère le jugement humain, et c'est ce qu'elle résume avec à travers la pensée de Stigler notamment, en nous disant ce qui va compter, ce sont les savoirs que l'on ne peut pas automatiser, comme le savoir-vivre par exemple, et savoir concevoir des théories, c'est de l'intelligence collective. Alors hyper intéressant d'ailleurs, elle disait ce qu'on automatise finalement, c'est des activités, c'est des calculs. Et il peut y avoir des grands calculs. Mais il y a des choses qu'on n'automatise pas. On est passé très vite sur cette notion, mais moi, ça m'a vraiment marqué. Elle dit on peut pas automatiser des inventions théoriques, des nouveaux concepts, des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire. Là, je me mets mes mots à moi de praticien. Ça, on va pas pouvoir l'inventer par l'IA. Ça, c'est le collectif qui invente ça. Ça, c'est l'expérience humaine. Et c'est pas l'IA qui, un jour, va t'inventer un nouveau grand concept sorti de nulle part. Et c'est vrai que même avec les IA génératives, on n'a encore vu aucun exemple qui vient contredire cette réflexion. Pendant qu'elle parlait, moi, j'avais en tête, tu sais, les IA qui ont découvert de nouveaux matériaux ou de nouvelles protéines, ou qui ont découvert toutes les protéines possibles, et on se rend compte que nous, humains, jusque-là, on n'a même pas exploré 5%. Bon, là, on n'est pas dans une invention théorique. On est effectivement dans un déploiement de calcul pour trouver des nouvelles choses, mais dont les fondements théoriques existent déjà et ont été fondés par l'homme. C'est ça qui est... C'est vraiment marquant, ça, je trouve. Je pense que ça va avec la rhétorique dans la première partie qu'on a beaucoup, dont on a beaucoup parlé, sur le vocabulaire qu'on essaye d'y mettre. Dans ce vocabulaire, on crée des croyances, et ces croyances sont parfois assez fausses. Et j'aime bien cette remise en perspective que nous a fait Anne sur ce sujet-là. Ah, j'adore ça, Thibaut. Moi, à chaque fois qu'on revient aux questions de vocabulaire, de récit, je trouve ça très inspirant. Elle a dit, il faut revoir le récit et le vocabulaire du numérique pour éviter l'hypnose technique. En citant Simondon, l'hypnose technique, c'est génial comme mot. J'adore. Et elle a raison sur un point qui, moi, je le porte en moi extrêmement fort. Je ressens pleinement ce qu'elle dit. Le langage, finalement, c'est un support de notre pensée, bien sûr. Mais finalement, la façon dont on pense et donc le langage qu'on emploie, ça va aussi influencer ce que nous sommes. Ça, c'est passionnant. Du même ordre que l'infrastructure autoroutière ou ferroviaire, lorsqu'elle est apparue, a favorisé l'interconnexion entre les personnes, et donc a changé les usages en matière de communication, aussi en termes de commerce, on le sait bien. Le web, quand il est arrivé, c'était une infrastructure qui a changé exactement les mêmes choses en matière d'usage. On a communiqué différemment, on a marchandé différemment, et aujourd'hui, ce que l'on entend à travers cet épisode, c'est que le langage est d'une certaine manière une infrastructure, en tout cas le récit. Et quand on regarde bien le récit des grands de la tech qui, d'un côté, nous propose un technosolutionnisme quand Zuckerberg pense que l'IA va résoudre l'ensemble des enjeux sociétaux, et où, à l'inverse, quand on essaie de nous inquiéter en nous disant, comme Elon Musk, que l'IA est probablement plus dangereuse que l'arme nucléaire, finalement, on est toujours dans cette rhétorique, on est toujours dans du récit qui vient agiter des chiffons blancs ou des chiffons rouges, peu importe, avec des techniques que l'on considère comme magiques parce qu'elles font des choses que l'on ne pensait pas imaginables, et donc on se fait prendre au piège, d'une certaine manière,
extraordinaire de ce récit tant qu'on n'arrive pas à s'en extirper en faisant un pas de côté et en essayant de réfléchir à ces sujets comme on vient de le faire aujourd'hui dans cet épisode. Et je voudrais juste aussi terminer sur cette intelligence collective dont tu parles, Cyril, et elle nous a signalé une initiative, donc l'initiative Tournesol, qui est là aussi pour nos recommandations collectives et que je pense intéressant aussi que les uns et les autres puissent aller regarder ces initiatives-là et puissent promouvoir, s'ils partagent ces initiatives. C'est ce qu'elle nous dit quand elle précise que ces innovations techniques ne peuvent pas être sans être accompagnées d'une action des institutions sociales qui nous permettent de les adopter et de savoir produire de nouveaux savoirs qui peuvent en émaner. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur les enjeux du numérique, sur nos esprits individuels et collectifs n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que ça vous a plu et que ça vous a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, il vous reste une chose à faire, poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et lever un pouce sur YouTube pour partager cet épisode autour de vous. Car, comme le disait le suspense de la fin de l'épisode sur la citation, comme le disait donc Woody Allen, et comment puis-je croire en Dieu alors que la semaine dernière seulement, je me suis pris la langue dans le ruban d'une machine à écrire électrique. French Tech, esprit critique pour tech éthique.